Bonjour à tous et merci de votre fidélité sur KTV, la radio 106.9, mais également le live Facebook de KTV. Ce matin, Gilles Albou, avec lui, on va revenir déjà sur cette allocution du président Emmanuel Macron avec cette décision. Le 22 juin prochain, l'école est obligatoire pour tous les enfants. Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, à Mayotte, on a fait comme tout le monde, on a rouvert progressivement selon les endroits. Il y avait quelques problèmes techniques au départ, mais finalement, quelques enfants ont pu déjà aller retrouver le chemin de l'école et revoir les enseignants et les professeurs. Et là, on nous dit, ça y est, c'est obligatoire. Ça veut dire quoi, obligatoire, surtout concernant la situation de Mayotte? Alors, l'obligation de suivre une scolarité, elle valait avant, elle continue à être d'actualité. La scolarité, on doit la suivre à la maison, on peut le faire à distance ou on peut le faire à l'école. Dans les déclarations du président dont vous parlez, ces déclarations ne concerneront pas Mayotte pour l'obligation d'amener tous les enfants à l'école lundi. Alors pourquoi? C'est très simple, c'est que vous connaissez la situation sanitaire à Mayotte, vous connaissez la situation épidémiologique. Mayotte reste en orange, donc nous gardons le même niveau de protection et le même protocole sanitaire qu'avant. Donc on reste sur le programme d'avant, c'est-à-dire que on accompagne toutes les mairies, on accompagne tous les maires pour ouvrir les écoles. Donc notre objectif, c'est toujours de continuer à ouvrir les écoles. Et là, je rappelle que c'est une obligation. Donc obligation de remettre à niveau les écoles et de les ouvrir. Ça, c'est une obligation. Alors, on y reviendra. Certaines communes mettent plus de temps que d'autres. Et il y a souvent des bonnes raisons à ça. Donc, on reste sur cette obligation d'ouvrir les écoles. Et par contre, le protocole sanitaire qui nous oblige à respecter les jauges, pas plus que 10 élèves par classe, en maternelle, pas plus que 15 dans les autres niveaux, avec les distanciations, vu la situation épidémiologique de Mayotte, nous gardons ce protocole sanitaire qui par contre, lui, va être allégé en métropole. Donc, comme il est allégé en métropole, évidemment, on peut accueillir à nouveau tous les élèves en même temps dans les collèges et dans les écoles primaires. Comme à Mayotte, nous gardons le protocole sanitaire strict, avec évidemment les contraintes que j'ai évoquées. Évidemment, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde en même temps. Par contre, nous nous fixons comme objectif, et ça c'est aussi une obligation, de permettre à toutes les familles d'amener leurs enfants à l'école. Au moins, on a toujours dit une fois par semaine ou en rotation dans les collèges et dans les lycées, que tout le monde ait retrouvé le chemin de l'école avant les vacances. Et toujours avec une priorité pour les CP, les CE1, voire les CM2 pour les écoles qui ont déjà ouvert depuis un petit moment, permettre aux CP, aux CE1, voire aux CM2 de venir, eux, tous les jours. C'est ce qui se passe déjà dans les écoles qui ont ouvert. Il y a des écoles qui ont ouvert dès le premier jour, dès le 25 mai, d'autres qui continuent encore à ouvrir, et à chaque fois, c'est priorité au CPCE1, qui eux viennent tous les jours, et puis on voit, souvent sous la pression des parents, la volonté de permettre à tous les élèves de revenir et de venir tout le temps. Dans nos écoles, ce n'est pas possible d'accueillir tous les élèves tout le temps et en même temps. Et donc on met en place souvent un système de rotation, notamment pour les de rotation ou d'alternance, notamment pour les CE2, les CM1 qui viennent un jour sur deux, qui viennent une semaine sur deux, ça dépend. Et il y a des écoles où il y a la place et où tout le monde peut venir tout le temps. Est-ce qu'on sait le nombre de gamins qui sont venus? Est-ce que vous avez pu étudier, de voir, c'est plus de la moitié, c'est un vrai succès, c'est moins de la moitié? Comment Alors, tout dépend des niveaux, puisque vous savez que pour les élèves de lycée, pour les élèves de lycée, surtout des sections générales et technologiques, nous accueillons les élèves par tout petits groupes, c'est-à-dire qu'on les appelle individuellement, ils viennent pour des phases d'orientation souvent, et donc le pourcentage d'élèves qui vient est plutôt faible dans les lycées, mais l'objectif qui sera atteint, c'est-à-dire que a priori tous les lycéens
auront à un moment ou à un autre retrouvé le chemin de leur lycée justement pour ces opérations d'orientation, parfois aussi d'échange avec leurs équipes pédagogiques. En collège, vous savez qu'on a mis en place donc là un système d'alternance, parce qu'on peut pas prendre, je l'ai dit, tous les collégiens en même temps, mais avec des priorités. On a commencé par les 6e, les 5e, et puis il fallait prendre aussi assez rapidement les 3e, là aussi pour les phases d'orientation. Donc là, on va dire en permanence plus d'élèves dans les collèges. Si on regarde à peu près la jauge, on a en moyenne sur les collèges un niveau par jour. C'est à peu près ce qu'on choisit la plupart des collèges, c'est-à-dire un quart des élèves appelés. Et sur ce quart d'élèves qui doivent venir, suivant le collège, il y en a entre la moitié et 85% qui viennent. Ah oui, et c'est plutôt le bon côté sens. 85%. Si on prend en plus un certain nombre de collèges dans des zones, on va dire plus défavorisées, on est vraiment très souvent plutôt proche des 85%. Ce qui fait qu'en toute présence parmi les élèves appelés, on est plutôt dans le haut de ce qu'on a pu voir en France. Voilà. Donc ça fait on va dire 5000, un peu moins de 5000 entre les collégiens et les lycéens, et qui alternent chaque jour. Donc après, il faudrait qu'on cumule à la fin de la semaine, et je dis pas que ça va être 4-5 000 fois 4, mais on a certainement chaque semaine à peu près 20 000 élèves qui viennent. Dans le primaire, là c'est plus compliqué, puisque vous vous souvenez, la première semaine on avait peut-être une dizaine d'écoles qui ont ouvert. Là, si on compte celles qui ont ouvert, alors aujourd'hui je peux pas vous donner le chiffre exact, mais on est peut-être une quarantaine, cinquantaine d'écoles qui ont ouvert ou qui sont en train d'ouvrir. On pense que d'ici la fin de la semaine, on se rapprochera, on va dire, des 40-45%, et peut-être même on dépassera la moitié. On espère évidemment avoir dépassé la moitié avant les vacances, et la rentrée se fait de manière très progressive, puisque les premiers jours, les parents viennent d'abord voir et se rendre compte, et c'est normal, donc on discute beaucoup avec les parents, et puis au bout de 2-3 jours, l'école se remplit. Donc dans les premières écoles qui ont ouvert, aujourd'hui on a un taux de fréquentation qui là aussi est de l'ordre de 80%. Donc ça donne évidemment sur l'ensemble des écoles aujourd'hui ouvertes, on va dire en rotation, donc chaque jour un peu moins de 600 élèves qui tournent, parce que évidemment toutes les écoles ne sont pas ouvertes. Pour clore ce chapitre de l'école, avant de parler de ce qui va se passer cet été, une question une question sur Internet. Quid des écoles primaires et maternelles qui n'ont jamais eu de papier toilette ni de personnel pour le nettoyage régulier durant le temps scolaire? On les rouvre quand même? Alors c'est une excellente question, parce que vous auriez pu me poser aussi la question des points d'eau qui n'existent pas dans toutes les écoles, ou parfois des toilettes qui sont défectueuses. Eh bien cette phase de réouverture nous permet de prendre conscience à Mayotte, mais aussi en métropole. Alors Mayotte plus qu'en métropole nous permet de prendre conscience de l'état de nos écoles. Et c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable qu'on ait laissé autant d'écoles à l'abandon. Alors c'est pas le cas dans toutes les communes, et même dans une commune c'est pas le cas de toutes les écoles. Il y en a certaines qui sont en parfait état, et d'autres qui demandent un gros travail de réhabilitation. Eh bien, on profite justement de cette crise pour aujourd'hui mettre toutes ces écoles aux normes. Et si je dois dire aujourd'hui quelles sont, puisqu'on m'interroge souvent, pourquoi vous mettez autant d'énergie à ouvrir les écoles, d'abord quand même pour les élèves. Faut le rappeler, parce qu'on a des élèves qui supportent très mal l'isolement. On nous parle beaucoup de la situation sanitaire, des risques que prennent les élèves. Quand on voit les images, puis moi je vais sur place, et quand on regarde le respect strict du protocole sanitaire, où les élèves sont à une distance de 2 mètres les uns des autres, on se dit que quand même quand ils sont dans nos écoles, ils prennent moins de risques qu'ailleurs. Et puis ils apprennent les nouveaux gestes barrières. Il y a tout ce travail évidemment d'éducation qu'on leur fait, et ça c'est important.
temps. Donc je dis ça parce qu'on entend encore des familles qui nous disent oulala, mais c'est dangereux. Ouais. Et si vous permettez une anecdote, on était sur une école, enfin mes équipes étaient sur une école dans un village, et les habitants qui étaient en face, de l'autre côté de la rue, ils nous disaient mais vous allez ouvrir les écoles, mais ça va être dangereux pour ma maison. Vous voyez, comme si voilà, il y avait le fait que les élèves entrent dans l'école en face allait peut-être contaminer tout le monde de l'autre côté de la rue. Donc il faut aussi relativiser ce qui se passe. Il y a aujourd'hui un virus qui est un virus dangereux. Il y a une épidémie aujourd'hui qui n'est pas encore contrôlée, mais faut pas aller d'un excès à l'autre, de dire c'est pas grave, à dire voilà, c'est si je respire le même air dans la rue que des élèves qui sont de l'autre côté, je crains pour ma santé. Non, voilà. Et donc la première chose, c'est les élèves qui rentrent, les élèves qui parlent de leur situation, des élèves qui rompent l'isolement. Personne ne peut imaginer que des élèves vont rester isolés chez eux pendant 6 mois. Ouais, c'est clair. Et ça, toutes les sociétés savantes de pédiatrie vous diront que ces élèves-là, ils prennent là pour le coup des risques à rester comme ça isolés pendant 6 mois. Deuxièmement, il y a évidemment tout le travail pédagogique. On rouvre pas les écoles juste pour accueillir des élèves et leur dire allez vous retrouver. Au bout d'une journée, ils reprennent évidemment les apprentissages. On l'a vu dans les collèges, on l'a vu évidemment aussi dans les écoles, et notamment, mais justement, CP et CM1, ce sont chaque jour compte pour apprendre à lire, à écrire. Donc ça, c'est le deuxième point. Il faut quand même pas l'oublier, ce qu'on apprend à l'école. Et puis caché derrière, il y a aussi ce dont on parlait, c'est-à-dire tout ce travail de remise aux normes. Puisque le virus, il existe aujourd'hui, il existera certainement dans 1 mois, dans 2 mois, et puis même s'il n'existe plus dans 2 mois, on peut l'espérer, il n'empêche que nos écoles doivent être aux normes sanitaires. Et donc on profite de cet événement aussi pour accompagner toutes les communes dans leurs travaux de remise aux normes sanitaires. Et donc vous dites, ces écoles qui n'ont pas de papier, ces écoles qui n'ont personne pour surveiller les toilettes, etc. Aujourd'hui elles n'ouvrent pas. On fait en sorte qu'elles puissent ouvrir dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine. Et c'est le travail très fin qu'on fait avec les équipes municipales, de les accompagner et de leur dire mais votre école, effectivement aujourd'hui elle n'est pas aux normes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle le soit la semaine prochaine? Donc, et quand on va dans une commune, c'est ça qu'on dit au maire. Évidemment, le maire qui est sur une posture, voilà, l'épidémie circule, on lui dit très bien, mais il y a aussi la prise de responsabilité des uns des autres, l'État qui dit si les protocoles sanitaires est respectés et vu les conditions sanitaires aujourd'hui, on peut ouvrir. Il le dit. On a maintenant des études qui nous montrent que le virus circule moins, on va dire en milieu, on va dire infantile, que ce sont des études, mais de toute façon, comme on les laisse à une distance quand même de plus de 2 mètres, enfin de 2 mètres les uns des autres, évidemment, on imagine que ça va moins circuler. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Votre responsabilité, vous, maire, dans votre commune, c'est de faire en sorte que vos écoles soient aujourd'hui aux normes du protocole sanitaire. Et on est là pour vous accompagner. Si vous avez besoin de moyens supplémentaires, évidemment, à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, on est là pour vous accompagner. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a fait partout. Pas uniquement pour rouvrir aujourd'hui, ouvrir demain, mais pour être prêt pendant les vacances, on va en reparler, et pour être prêt aussi pour la rentrée. Gilles Albou, j'aimerais qu'on fasse un constat. On le sait qu'avant même la crise sanitaire, beaucoup d'élèves étaient déjà en situation, en difficulté par rapport à la pédagogie aujourd'hui, par rapport à leur niveau scolaire. Qu'est-ce qui est fait en parallèle? Est-ce que là, le constat déjà, vous l'avez pu le remarquer, certains profs, certains instituts ont pu vous dire, oui, la situation est catastrophique, il y en a qui ont décroché totalement, et qu'est-ce qui va être mené en parallèle? On le sait qu'au départ, les syndicats étaient réticents à cette réouverture, et disaient d'ailleurs, prenons ces quelques jours qui restent pour préparer la rentrée prochaine. Donc là, qu'est-ce qui est fait en parallèle? Alors, vous savez, moi, j'aime bien dire, toute idée, toute bonne idée est à prendre. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on prépare la rentrée prochaine. Ils ont raison. Mais c'est pas parce qu'on prépare la rentrée prochaine qu'on ne peut pas en même temps accueillir les élèves. Et puis, c'est pas comme si on n'avait rien fait. C'est-à-dire que les élèves qui étaient chez eux, normalement, ils avaient accès à ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, l'adaptation pédagogique, avec pour ceux qui le pouvaient, l'enseignement à distance,
distance, en ligne, qui suivaient ma classe à la maison, qui avaient accès à l'espace numérique de travail, à qui on a envoyé à la maison des copies, qui ont pu renvoyer leurs devoirs pour se le faire corriger, qui venaient où les parents venaient dans les écoles chercher les pochettes pédagogiques. Il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait par nos équipes. Je tiens vraiment à les saluer parce que c'était pas gagné, hein, le fait de changer comme ça presque du jour au lendemain sa manière d'enseigner à distance, d'appeler régulièrement les élèves, d'appeler régulièrement les familles. Alors évidemment, on me dit dans tel ou tel endroit, il y a tel ou tel prof qui l'a moins assuré que tel ou tel autre prof. On me dit aussi que dans beaucoup d'endroits, il y a eu des profs exceptionnels qui se sont mobilisés, qui ont vraiment suivi les élèves, qui parfois, on va dire, sont allés carrément, on va dire, sur place pour apporter ces fameuses pochettes, et puis ont participé aussi à l'aide alimentaire en distribuant des bons. Donc il y a une énorme mobilisation, mais rien ne remplace évidemment le présentiel. Donc on peut faire les deux. On peut faire aujourd'hui une pédagogie en présentiel et puis aussi préparer la rentrée. Et c'est ce qu'on fait en préparant les vacances apprenantes, parce qu'avant la rentrée, il y a les vacances. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Il y a déjà eu suffisamment de ruptures pendant toute cette période-là pour continuer sur une rupture de vacances. On sait que pendant les vacances, les écarts se creusent. On sait qu'à l'école, quand on va à l'école, quand un enfant va à l'école, les écarts sociaux diminuent. Et évidemment, l'école est faite pour ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éducation qui est faite à la maison. Et tous les enfants ne sont pas égaux, déjà avec la langue, hein, on ne parle pas français dans toutes les familles, et puis tous les parents ne sont pas en mesure d'accompagner de la même manière leurs enfants. Et donc on voit, hein, toutes les études le montrent, et heureusement qu'à l'école on réduit justement cette différence sociale, et aussi on voit que après souvent des semaines de vacances, eh bien, les écarts se sont recreusés. D'où l'idée d'ouvrir les écoles pendant les vacances et de mettre en place les dispositifs des vacances apprenantes, et on va peut-être en parler, oui. Et aussi de préparer la rentrée, et comme le suggèrent les organisations syndicales, de préparer la rentrée en mettant en place, là aussi on y reviendra peut-être, des dispositifs d'accompagnement, de soutien, des modules complémentaires de remédiation qui seront offerts à la rentrée, pas pour tout rattraper, on pourra pas tout rattraper, et puis chaque période est une expérience nouvelle, mais là aussi pour apporter du renfort à ceux qui auront plus décroché que les autres. Alors parlons justement de ces vacances apprenantes qui sont mises en place cet été en métropole et à Mayotte. Comment ça va se passer concrètement à Mayotte? Alors, il y a d'abord tout un dispositif national. Jean-Michel Blanquer parle de 200 millions d'euros, c'est quand même pas rien, qui sont mis sur la table pour ces vacances apprenantes. Alors, il y a plusieurs dispositifs que nous, on va tout de suite oublier. Je pense notamment à la classe buissonnière, l'école buissonnière, où on va emmener des enfants en balade, faire des visites, etc. Vu les problèmes de sécurité sur l'île, je ne vois pas ce dispositif se mettre en place. On va oublier aussi les colonies de vacances apprenantes, parce qu'à Mayotte, les colonies de vacances, il faut les créer. Oui. Alors, ça peut être aussi l'occasion d'y réfléchir, ouais. Mais et on y réfléchit avec les équipes de la DGACS qui d'ailleurs nous accompagnent énormément avec les équipes de la DAC sur l'ensemble des autres projets. Alors les autres projets, quels sont-ils? On peut identifier quatre lignes, quatre points emblématiques. Le premier, on l'a dit, c'est d'abord le renforcement, le soutien. Pour la première semaine des vacances, la dernière semaine des vacances, on va mettre en place ce qu'on appelle des parcours de réussite, c'est-à-dire finalement faire du disciplinaire sur les enseignements fondamentaux, revenir là-dessus. Donc première semaine des vacances, dernière semaine des vacances, on va faire ces parcours de réussite pour aller faire du travail scolaire finalement, et de l'accompagnement scolaire. Et puis en parallèle, pour les élèves de la voie professionnelle aussi, au maximum mettre en place des dispositifs d'accompagnement, peut-être leur proposer des stages ou des modules d'insertion professionnelle, puisqu'on sait que ce sont ces élèves des lycées professionnels qui ont le plus souffert de cette période, parce que justement ils n'ont pas pu aller en stage et ils n'ont pas pu se
former professionnellement. Donc c'est le deuxième point, avoir un dispositif spécifique pour les élèves de lycée professionnel. Le troisième dispositif, c'est tout ce qu'on appelle l'école ouverte, c'est-à-dire ouvrir nos établissements avec un rythme, on va dire, où par exemple le matin on fait un peu du disciplinaire, peut-être un peu de révision de maths, de français, et puis l'après-midi plutôt des activités éducatives. On travaille avec les associations dont je parlais, la DJSCS et toutes les équipes qui se mobilisent pour nos vacances, puisqu'on le fait souvent plutôt pour les petites vacances. Mais donc là, on va le faire pour l'ensemble des vacances, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, où les ouvrir justement. Le matin, on travaille un peu plutôt les maths, le français, les fondamentaux, et l'après-midi, on fait des activités apprenantes. Et puis, ce qu'on va aussi mettre en place, c'est généraliser les dispositifs de centres de loisirs, ouvrir nos établissements avec les maires qui le voudront, les écoles, et puis nous, les collèges et les lycées, pour en transformer certains en centres de loisirs, avec là des activités apprenantes, puisque si on finance, si l'éducation nationale finance, il faut évidemment que ces loisirs aient derrière une vocation un peu éducative, mais on va dire, on peut toujours trouver un point d'entrée éducatif. Si on fait une sortie sur le lagon, on va parler biodiversité, développement durable. Si on fait, on va dire, un petit peu de mécanique, on va se ramener à la physique, à l'informatique. Donc, à travers chaque activité, on essaiera évidemment d'avoir un point d'entrée scolaire, et ce travail-là, évidemment, on va le faire avec toutes les équipes qui nous accompagnent, avec toutes les associations qui nous accompagnent, avec le conseil départemental et avec les maires qui le voudront bien. Nous, derrière, évidemment, on va cadrer pour que ces activités soient les plus éducatives possibles. Puis on fait confiance aussi à tous les éducateurs qui sont formés là-dessus. Et puis aussi, on apporte les moyens. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'associations. Je pense notamment à des associations culturelles, sportives, qui, elles, n'ont pas pu travailler, on va dire, concrètement pendant les mois de confinement. Et là, aujourd'hui, on va s'appuyer sur le savoir-faire de ces associations, apporter les moyens nécessaires pour que un maximum d'établissements scolaires se transforment en centres de loisirs apprenants. Et ça concerne tous les niveaux, tous les gamins. Là, il y a une question de l'auditeur. Ça ne concerne que les collèges et les lycées. Non, alors évidemment avec les écoles, il faut qu'on travaille avec les municipalités. Pour l'instant, donc on a écrit à l'ensemble des maires pour leur proposer ce dispositif. On a des retours très positifs, donc on sent une mobilisation. Mais vous savez que le 28 juin, certaines municipalités peuvent changer. Donc évidemment, on s'adaptera. Bon, on continuera à travailler avec les services, et puis j'ai envie de dire, c'est pas non plus, on fait pas de la politique politicienne en ouvrant les écoles, et j'imagine que les nouveaux maires seront aussi ravis d'ouvrir leurs écoles, mais évidemment c'est entre guillemets leurs locaux, leurs écoles qui vont devoir mobiliser aussi une partie de leur personnel communaux, même si nous derrière on peut accompagner et financer, il faut aussi qu'on s'adapte aux contraintes des maires, et donc évidemment c'est un travail partenarial qu'on fera avec eux. Mais partout où les écoles pourront ouvrir, nous nous accompagnerons et nous paierons évidemment les travaux nécessaires. Parce que derrière, il y a aussi l'objectif, en ouvrant un maximum d'écoles, et vous me voyez venir, il y a aussi l'objectif de maintenir un maximum d'écoles à haut niveau d'hygiène et sanitaire. Et donc toutes les écoles qui aujourd'hui n'ont pas ouvert, moi ce que je dis, c'est que plus vite elles ouvriront, plus vite on pourra les transformer en centres de loisirs apprenants pendant les vacances. Alors Gilles Albou, on prépare la rentrée. Oui. En parallèle, on sait que chaque année on a ce problème à Mayotte, que ce soit des aires médicales, mais également d'enseignants. Est-ce que là, vu qu'on on traverse encore cette crise, est-ce que ça va pas nous condamner encore plus, nous pénaliser encore plus par rapport au manque de profs que nous avons chaque année à la rentrée? Alors si je comprends bien votre question, c'est est-ce que aujourd'hui la crise qu'on traverse a fait fuir mais c'est-à-dire les nouveaux arrivants, comme on les appelle. Aujourd'hui, ce sont les chiffres qu'on a. Pour la première fois depuis longtemps, on a plus d'arrivants que de partants. À Mayotte dans l'éducation nationale. Alors je ne sais pas si c'est l'attractivité, la transformation du vice-rectorat en rectorat, et puis aussi peut-être la situation en métropole, parce que cette crise elle a touché tout le monde, et puis des jeunes collègues qui vont être attirés par les nouvelles mesures d'attractivité qu'on a mises en place. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous ce qu'on voit c'est que pour la première fois il y a plus d'arrivants que de partants.
Évidemment, en parallèle, on a ouvert plus de postes. Je suis venu parler de ça. Plus de postes dans le premier degré, plus de postes dans le second degré. Mais on a plus de postes, on aura aussi plus d'élèves. Parce que derrière, ça correspond à notre politique d'accueillir plus d'élèves, notamment plus d'élèves en maternelle, d'accompagner aussi dans le premier degré les directeurs d'école, donc les décharger plus. Donc si on décharge plus certains, ça veut dire que derrière, il faut plus d'heures et plus d'enseignants pour, on va dire, compenser. Et puis, dans le second degré, vous savez qu'on a mis l'accent sur la lutte contre le décrochage scolaire, avec beaucoup d'ouverture, notamment dans les lycées, où on attend plus de 2000 élèves supplémentaires, et des élèves qui, jusqu'à présent, quittaient notre système scolaire après la troisième ou après la seconde, sans formation. Parce que ces élèves-là, ils étaient en décrochage et qu'il n'y avait pas de formation professionnalisante dans lesquelles ils pouvaient entrer. Donc ça aussi, c'est ce qu'on va mettre en place à la rentrée. Il y a la question des moyens humains dont vous avez parlé, qu'on a travaillé en amont. On a demandé les postes, on les a obtenus. Maintenant, on attire des enseignants. Pour l'instant, on a plutôt des bons échos. Et puis, il y a toute la question, évidemment, de l'immobilier. Parce que, évidemment, il nous faut des locaux supplémentaires. Or, les collèges et les lycées dont on a prévu la construction pour les 3 à 5 prochaines années, aujourd'hui, ils sont pas sortis de terre. Donc, en attendant, pendant 2-3 ans, il faudra, évidemment, qu'on mette en place des locaux provisoires, des modulaires. Alors, je le dis tout de suite, c'est très provisoire, et parce que nous aurons l'occasion c'est très et tout le monde le sait, puisque en parallèle, nous suivons évidemment notre programme de construction scolaire. Rien que la semaine dernière, nous avons participé à deux concours pour la réhabilitation et l'extension d'abord du collège de Tsinkura, puis la réhabilitation et l'extension du collège de Kanikeli. Dans quelques semaines, nous ferons la deuxième phase du concours pour la construction du lycée de Chirongui. Donc voilà. C'est-à-dire pendant cette période, surtout on reste dans la dynamique. On s'est pas arrêté de travailler on se projette sur ces constructions nouvelles. Je vous rappelle 4 lycées neufs qui vont être construits. Il reste encore 8 collèges à construire et on s'est pas arrêté et on suit aussi chaque jour l'avancement des travaux qu'on a lancés pour la prochaine rentrée. C'est quelque chose de très important et s'il y a des entreprises aujourd'hui qui nous écoutent, il faut qu'elles restent mobilisées pour nous accompagner. Je sais que elles le sont, et je les en remercie. Et puis aussi toutes les toutes petites, puisqu'on a beaucoup parlé souvent, et vous avez été sollicité sur votre antenne par toutes ces petites entreprises qui nous disent oui, l'éducation nationale, c'est des gros travaux à 17 millions d'euros, comme pour Kanikeli, comme pour Tsinkura, et puis nous on peut pas. Oui, mais alors tout ce qu'on va faire cet été, toutes les réhabilitations, les rénovations des sanitaires, eh bien venez, vous les petites entreprises, restez mobilisés pendant cet été parce qu'on va avoir sacrément besoin de vous. Voilà. Et on aura besoin de vous aussi après. Une réaction par rapport à vos propos pour terminer, parce que le temps passe vite. Provisoire, on a vu le provisoire du lycée de Chirongui. Justement, le lycée de Chirongui, je viens d'en parler. Première phase de concours, c'était cet hiver, enfin l'été austral. La deuxième phase, c'est dans quelques semaines. Et dans quelques semaines, évidemment, on communiquera sur l'équipe gagnante et vous verrez les plans. Et là, c'est pas du tout du flan. On aura un magnifique lycée tout neuf construit à Chirongui, comme on en aura un. Et là, on connaît déjà les plans. Le lycée des métiers du bâtiment à Longoni, comme il y en a un qui se construit à Kualé. Et ces lycées-là, aujourd'hui, ils sont en train de sortir de terre et on est en train de finaliser l'achat du terrain pour le futur lycée, on va dire du Nord-Ouest à Msangamouji. Donc ces lycées-là, ils vont exister et on sait que ça prend plusieurs années pour les construire. On voit bien que Longoni et Kualé qui ont déjà où on a déjà les architectes et déjà les plans, et bien maintenant dans quelques mois, espérons-le, vous serez là quand on posera la première pierre et j'espère être encore là quand on les inaugurera. Merci beaucoup Gilles Albou d'être venu répondre à nos questions ce matin. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.